The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment. The wind has diminished considerably, and it has turned into a comfortable situation for the hundreds of people who came here to Dallas Love Field to witness the arrival of the President and his First Lady. Here is the presidential jet, U.S. Air Force number 1, printed on the side, and the crowd begins its cheer, which you can't hear over the whistle and hum of the jet. Le 21 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, se rend au Texas pour assainir les relations au sein du Parti démocrate de l'État et obtenir le soutien des électeurs texans pour les élections de 1964. Bien que Lyndon Johnson, son vice-président, soit texan, le vote du Texas est loin d'être acquis pour John Fitzgerald Kennedy. Le vendredi 22 novembre à 11h22, heure normale du centre, l'avion Air Force One transportant le président quitte la base aérienne de Carswell à Fort Worth pour un vol de 13 minutes à destination de Love Field à Dallas. Handkerchiefs are being waved, the placards are being held high, and hundreds of tiny American flags are now being waved toward the presidential jet. The reception line is formed, and there is Mrs. Kennedy, the First Lady, stepping from the plane, wearing a bright pink suit with a dark fur collar and a matching pink hat, and the President, wearing a dark suit, steps off directly behind. Mrs. Kennedy has been presented her bouquet of brilliant red roses, and they make a lovely contrast to the bright pink suit she is wearing. The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the President now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine, and he is walking. He is reaching across the fence, shaking hands with many of the people who have come here to see him. He is closely accompanied by Dallas police officers and, of course, the Secret Service. He is now shaking hands, and they are walking along the line of the fence, shaking hands with some of the hundreds of people who have come here to view their arrival. And now, the President and First Lady are retreating from the fence. They're heading now for the official limousine where Governor Connolly stands, waiting their arrival so that they can make their way downtown and out to the Trade Mart. But this was one of those impromptu moments for which President Kennedy is so well known. So many times you have heard that the Secret Service men suddenly find themselves without the President, that suddenly he has left them and stepped into the crowd, the milling throng, and decided to shake hands and give his personal greetings. And this, once again, he did. There's the gunmetal gray limousine, blue and gray, pulling away now from the fenced area. The President and Mrs. Kennedy seated on the back seat, Governor and Mrs. Connolly on the second seats or jump seats, and then the official driver and Secret Service men are in the front seat. A flying wedge of some 12 Dallas police motorcycles leading the way, and the pace is picking up as they head for the departure gate and the trip downtown to the Trade Mart. Now, those of you who are waiting along the parade route, just to be sure that you find yourself in the proper location, let's give it to you once again. It will go Mockingbird Lane to Lemon Avenue, then travel south on Lemon to Turtle Creek, Cedar Springs, through the downtown area on Harwood to Maine, west on Maine to Houston, through the Triple Underpass to Stemmons Freeway, then on to the Trade Mart. Après avoir salué la foule à Love Field, le président prend place à l'arrière de sa limousine Lincoln aux côtés de sa femme Jackie. Et juste derrière le gouverneur Connelly qui est assis sur un strapontin. Le cortège traverse Dallas en direction du centre-ville. Une foule de plus en plus dense et enthousiaste, des milliers de personnes, saluent le passage du cortège.
La limousine présidentielle tourne à droite sur Harwood Street pour prendre Main Street et roule vers l'ouest sur environ 1200 mètres en direction de Dealey Plaza. Le cortège tourne à présent sur Houston Street en direction d'Elm Street et la foule commence seulement à s'éclaircir. President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the trademark. Something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Stand by. Alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by. Just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please.
president's car is now going past me. The limousine is now traveling at a very high rate of speed. Secret Service men standing up in the limousine. They are armed with submachine guns. It appears as though someone in the limousine might have been hit by the gunfire. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. I repeat, a shooting in the motorcade in the downtown area. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time. The Secret Service man is still spread eagle over whoever is in the car, the President and Mrs. Kennedy, and as we understand, Governor and Mrs. Connolly. At this point, it looks as though it could have been one or two or even all of the people within the car may have been the victims, may have been struck by shots. We don't know. Parkland Hospital in the distance. Now we're on Harry Hines Boulevard, following behind the motorcade. They're approaching the entrance now to Parkland Hospital, traveling at a high rate of speed. I'm pulling in now toward Parkland Hospital, coming to the approach. An officer waving me down. He's waving me around. There's a cordon. There's already a cordon of police officers running from their cars, from their vehicles here. The official party, as I can see it, pulling around toward the emergency room. The President of the United States is dead. I have just talked to Father Oscar Hubert of the Holy Trinity Catholic Church. He and another priest tell me that the pair of men have just administered the last rites of the Catholic Church to President Kennedy. I asked the father, is Mr. Kennedy dead? And his quote, he's dead all right. And just a few seconds ago, I talked to Thurman Ward, the Justice of the Peace of Garland. He's now here at the hospital to apparently officially declare that the Chief Executive of the United States has expired. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The President is dead. Women here in shock, some fainted. Grown men, Secret Service men standing by the emergency room, tears streaming down their face. There's only one word to describe the picture here, and that's grief, and much of it. It's official, as of just a few moments ago. The President of the United States is dead. President John F. Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time today here in Dallas. He died of a gunshot wound in the brain. Dr. Berkeley told me it's a simple matter, Tom, of a bullet right through the head. Just a few minutes ago, the President of the United States turned from Houston Street onto Elm Street on his way to a scheduled luncheon appearance at the Stemmons Trade Mart. And as he went by the Texas School Book Depository, headed for the Triple Underpass, there were 3 loud, reverberating explosions. Nobody moved. Everyone seemed stunned. A few seemed to look around, wondering who has the firecrackers. Then suddenly the Secret Service men sprang into action. The convertible bearing the President and Mrs. Kennedy sped away, and officers, both plainclothes and uniformed, seemed to spring from everywhere at once, guns drawn, ordering people to lie flat. There are 2 witnesses who were near the President's car at the time of the explosions who say that shots were fired from which upper window we do not know. We do not and cannot confirm the reports at this time that the President has been shot. One witness says he definitely was shot, that he was hit twice, that he saw the President slump in his seat. As I say, this is not confirmed at this time. From where I am, the police have 2 witnesses. They are bringing them in now. I'm in the Texas School Book Depository building. They're bringing some witnesses in now. We will try to learn further and relay word to this station. Mobile News Unit number 4 here at the Texas School Book Depository, where the area being completely roped off by Dallas Police, the K-9 units here at the scene. I don't know what for, but a fire truck is standing by. Most of the officers, literally hundreds of them, armed with sawed-off shotguns, pump shotguns, automatic shotguns, and submachine guns. I happened to be about 15 feet away from the President when the first shot hit him. The
first shot rang out, and I was positive when I saw the look on his face and saw him grab his chest and saw the reaction of his wife that he had been shot. Well, I saw this man in the window, and he had a gun in his hands pointed downward. The man evidently was in a kneeling position because his forearms were resting on the window sill. There was another man standing beside him, but I only saw a portion of his body because he was standing partly against behind the window. The window was dirty and I couldn't see his face up above where the window was pushed up. And it startled me, and then I thought, well, they probably have guards, so I didn't say anything. Shots apparently came from the 5th floor of the Texas Bookstore Depository building, possibly from an automatic cut weapon. Police were looking for a young white man dressed in a white shirt with Levi's, carrying a lever-action type rifle. One witness told reporters that he had seen the rifle disappearing from that window after the shots were fired. Senator Ralph Yarborough told a KVOX reporter that he was riding 3 cars behind the president's car when he heard distinct rifle shots. The motorcade then increased in speed, running to Parkland Hospital. Information is still sketchy at this time. We have just talked with 2 eyewitnesses, a man and his wife, who were standing near the president's motorcade. They said that a shot rang out from behind them. They thought at first it was a firecracker. Then, according to the eyewitnesses, one woman who was in a hysterical condition told us that the president was hit in the side of the head. A small Negro boy and a white man said they had seen a man with a gun in the window of a building. His face winced and he grabbed it himself and he slumped down. I do believe without any doubt the second one hit him because he had an immediate reaction with that second shot. Bien que toute l'attention soit portée sur le Texas School Book Depository, le dépôt de livres scolaires du Texas, 80% des témoins de l'assassinat ont entendu des coups de feu provenant de derrière une clôture et un mur de soutènement en ciment qui se trouvent en haut d'une petite butte restée dans les annales sous le nom de Gracie Knoll, le monticule herbeux. Le monticule était devant et à droite du président lors de la fusillade. Pourtant, au cours de son enquête, la commission Warren a écarté toutes les preuves de coups de feu provenant du Gracie Knoll. Mais les témoignages sont là. The shot came from behind the wooden fence. There's no doubt whatsoever in my mind in the statement that I made in the sheriff's office immediately after the shooting, that I made it very plain there was no doubt in my mind. But there was definitely a shot fired from behind that picket fence. The motorcycle policeman dropped his motorcycle in the street with his gun in his hand and run up the embankment to the hedge. But it came from a fence between the book depository and the railroad track. Most everyone thought it came from the fence between the book depository and the railroad track. And we were just in front of the triple underpass on Elm Street, and we heard the first shot, and then as the cart got directly in front of us, well, a gunshot apparently from behind us hit the president in the side of the temple. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Stemmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by. Do you think the first gunshot came from behind you, too? I think it came from the same location. Apparently back up on the mall on top of the hill, a little mound of ground there, the garden. It was the 4th shot fired, and one of those shots came from behind that picket fence. And there's no doubt in my mind. Police broke away and began chasing an unknown gunman across some railroad tracks. But I was on the spot. I saw the smoke, heard the report, and saw the smoke from behind that fence. The 3rd shot came from the fence, and it wasn't near as loud as the 4th shot or the 1st and 2nd shot. Only back up on the mall, I don't know what you call it. Do you think the shot came from up on top of the viaduct toward the president? Is that correct? Yes, sir. Not on the viaduct itself, but up on top of the hill, a little mound of ground there, the garden. Le cortège automobile traverse Dallas jusqu'à Dealey Plaza.
Il descend Main Street jusqu'à l'angle de Houston Street, où il prend un virage à droite à 90 degrés pour continuer vers le nord, jusqu'à l'angle d'Elm Street, où se trouve l'immeuble du Texas School Book Depository. Le dépôt est le bâtiment de gauche. La version officielle du meurtre est que tous les coups de feu ont été tirés de la fenêtre la plus à l'est du 5e étage du dépôt de livres par Lee Harvey Oswald. Pendant toute la durée de l'assassinat, le dépôt a toujours été derrière et à droite du président. Le cortège a pris un virage en épingle à gauche pour aller à l'ouest sur Elm Street, en direction d'un passage souterrain à 3 voies sous le viaduc ferroviaire. À l'arrière-plan, le dépôt des livres scolaires du Texas. Et en haut de l'écran, à droite, la fenêtre la plus à l'est du 5e étage, qui sera bientôt appelée, à tort, le nid du tireur. Alors que la voiture du président se trouvait dans cette zone, plusieurs coups de feu sont tirés. Pratiquement tous les témoins de Dealey Plaza sont sûrs qu'au moins un coup de feu, ou plus, ont été tirés de l'avant et de la droite du président depuis le monticule. Au sommet de ce monticule, il y a une clôture en bois. Derrière la clôture, un parking et un dépôt de chemin de fer. Après la fusillade, plus de 100 témoins de Dealey Plaza, dont plusieurs policiers, vont monter la butte en courant à la poursuite d'un homme qui était pour eux un assassin. À l'ouest de Dealey Plaza et à gauche du monticule herbeux se trouve le passage souterrain à 3 voies. Au cours de la fusillade, le président Kennedy a été mortellement touché et le gouverneur Connally gravement blessé. Une balle ayant manqué la voiture du président a heurté un pilier de Main Street, ce qui a fait voler des éclats de balles et de béton. L'un de ces éclats a touché un piéton, M. Tagg. Cela lui a causé la blessure que nous voyons ici. Parce que 3 douilles de balles ont été trouvées sur le plancher du 5e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, et en raison de la durée maximale de la fusillade, telle qu'elle est montrée dans le film de Zapruder, le rapport de la commission Warren a affirmé que seulement 3 coups de feu avaient été tirés, que tous provenaient de la même fenêtre et que tous avaient été tirés avec la même arme, un fusil Mannlicher Carcano. La commission a conclu que le premier ou le deuxième coup de feu avait atteint le président par derrière. Elle a formulé l'hypothèse que la balle avait traversé son corps et avait ensuite touché le gouverneur Connally dans le dos. La balle avait alors traversé le gouverneur, était ressortie au niveau de la poitrine pour toucher son poignet droit et finir sa course dans la cuisse gauche. Cette explication est connue sous le nom de théorie de la balle unique ou magique. 2 jours après l'assassinat, Time Life Magazine achetait le film qu'Abraham Zapruder avait tourné. Voici la séquence d'ouverture. Le président regarde à gauche et salue la foule. Puis quelque chose se produit qui attire l'attention du président Kennedy et du gouverneur Connally. Le premier coup de feu est tiré à cet instant précis. Il y a une collure dans le film à cet instant capital. Juste avant la collure, le président est encore en train de regarder à gauche. Immédiatement après la collure, il a tourné la tête de 90 degrés. Il regarde maintenant vers le monticule et ne salue plus. Le président a été surpris par le bruit du coup de feu. Le gouverneur Connally, qui a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un coup de feu, s'est tourné vers la droite, ainsi qu'il l'affirmera dans son témoignage. Tout ceci s'est produit au moment de la première collure. 2 images ont été enlevées à cette collure. Les images 155 et 156 du film. Ces images ont été enlevées à l'endroit où l'on voit le président tourner la tête. Cette séquence, incluant les images manquantes, provient d'une copie intacte, rare et inédite du film de Zapruder, tiré avant que le film original ne soit endommagé par Life Magazine. Voici ce que le gouvernement et la commission Warren ne voulaient pas que nous voyions. Le président tourne la tête vers le monticule en réaction au premier coup de feu. Abraham Zapruder tressaille et le film saute légèrement à l'instant où il entend le coup de feu. De la fenêtre du 5e étage, on ne pourra voir le président que 4 secondes plus tard. Un grand chêne obstrue la vue. Or, un coup de feu a été tiré à cet instant. Personne n'a pu le tirer depuis la fenêtre du dépôt. Élément capital.
le président commence à saluer après ce premier coup de feu, ce qui prouve que cette balle a manqué sa cible. La commission Warren n'a pas pris en compte ce coup de feu. C'est une balle qu'elle n'a pas pu et qu'elle ne peut toujours pas expliquer. Ensuite, la voiture continue sur Elm Street et se rapproche du panneau annonçant l'autoroute de Stemmons. Le président salue la foule une dernière fois. Le gouverneur Connally est toujours en train de regarder à droite. Un deuxième coup de feu est tiré par devant. La balle atteint le président à la gorge. Il réagit et son bras se baisse. Le gouverneur Connally se tourne vers la gauche. En sortant de derrière le panneau de Stemmons, le président montre déjà des signes de douleur. Le gouverneur Connally, lui, ne montre de signes de douleur qu'après avoir réapparu. Le président avait bien une blessure à la gorge. Une petite blessure décrite par les médecins de Dallas comme une plaie d'entrée petite et nette d'une taille de 3 à 5 mm. Cette déchirure n'a pas été notée comme blessure par balle lors de l'autopsie. Pour sauver la vie du président, à l'hôpital de Parkland à Dallas, le docteur Malcolm Perry a utilisé la plaie par balle existante à la gorge du président et a fait une petite incision de 19 mm pour introduire une canule trachéale. C'est une trachéotomie. Et lorsque l'autopsie commence, cette plaie d'entrée petite et nette est devenue une large plaie béante, faisant près de 20 fois sa taille originale, ainsi que nous le voyons ici. En raison de la trachéotomie, les médecins légistes n'ont même pas su que le président avait une blessure par balle à la gorge. Ce n'est que le lendemain de l'autopsie que le docteur Humes, l'un des médecins légistes, parlant au téléphone avec le docteur Perry, a appris que le président avait une plaie par balle à la gorge. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le corps du président a été préparé pour les funérailles. Et il ne peut plus être récupéré pour des examens complémentaires. Le docteur Perry et tous les autres médecins présents ont qualifié cette blessure de plaie d'entrée. La première version officielle conforme à la réalité, diffusée à travers les États-Unis, est donc qu'on a tiré sur le président par devant, que la balle l'a atteint à la gorge, qu'elle a suivi une trajectoire plongeante dans le corps et qu'elle n'est pas ressortie. Pourtant, la commission Warren va choisir de ne pas tenir compte du témoignage de tous les médecins. Qu'est-il advenu de la plaie à la gorge du président? Lorsque le corps a quitté Dallas, la plaie était une plaie d'entrée petite et nette, avec une incision horizontale de 19 mm. Au début de l'autopsie, c'était une large plaie béante. Où a eu lieu cet agrandissement et qui l'a fait? L'une des réponses possibles est qu'une balle a bien atteint le président de face et que quelqu'un au sommet le savait. Il fallait donc extraire cette balle avant que les radiographies de l'autopsie officielle ne soient prises. En effet, si on découvrait une balle tirée de face, le mythe préétabli d'un assassin solitaire serait anéanti. 2 secondes après que le président a été touché à la gorge, le gouverneur Connally réapparaît de derrière le panneau de Stemmons. Il est encore en train de se tourner vers la gauche lorsqu'un 3e coup de feu est tiré. Le gouverneur est touché dans le dos, près de l'aisselle droite. Sa veste est poussée en avant, à droite, et il pivote vers la gauche sur son siège. Son chapeau à large bord lui tombe des mains. Son épaule se déforme, ses joues se gonflent, ses cheveux sont ébouriffés. Il s'écroule en arrière dans les bras de sa femme. Regardons une nouvelle fois. Le gouverneur Connally est touché. Il réagit, tombe à la renverse et perd conscience dans les bras de Madame Connally. Remarquez la mare de sang qui grossit sur le dos de sa veste. Elle indique le point d'entrée dans le dos du gouverneur. C'est le point où la balle est entrée, près de l'aisselle droite. Elle a brisé 7 cm et demi de la 5e côte et l'os en éclatant a perforé le poumon droit. La balle est ensuite ressortie du côté droit de la poitrine du gouverneur. Selon la théorie de la balle unique, la balle aurait ensuite atteint le poignet droit du gouverneur Connally, serait ressortie du poignet et aurait changé de direction pour aller se loger dans sa cuisse gauche.
Un fusil aurait été trouvé dans le dépôt de livres. Des essais effectués avec cette arme vont démontrer qu'il faut au minimum 2 secondes et 3 dixièmes entre 2 coups de feu. C'est-à-dire pour appuyer sur la détente, manœuvrer la culasse et tirer une deuxième fois. Ce qui ne laisse même pas le temps de viser. Le FBI et la commission Warren ont établi que le premier coup de feu n'a pas pu être tiré depuis la fenêtre d'Oswald avant l'image 210 du film de Zapruder. C'est-à-dire avant que le président ne soit caché de la caméra de Zapruder par le panneau indicateur d'Elm Street. Or, lorsque le président Kennedy réapparaît de derrière le panneau, il a déjà été touché. Si le coup de feu était parti de la fenêtre d'Oswald, le président aurait dû être touché entre l'image 210 et l'image 224 du film de Zapruder. Dans ce film, le gouverneur Connally est touché à l'image 224. Il y a donc au maximum 14 images entre le premier coup possible, à l'image 210, et la blessure de Connally à l'image 224. Ce qui laisse un maximum de 3/4 de seconde pour ces 2 coups de feu. Or, le fusil Mannlicher Carcano, qui était, selon le gouvernement, l'arme du crime, nécessite un minimum de 2 secondes et 3 dixièmes pour tirer 2 coups. Il n'y avait donc pas assez de temps pour plus d'un seul tir pendant ces 14 images. Cela a été un problème majeur pour la commission Warren. S'il y avait eu plus d'un coup de feu en moins de 2 secondes 3 dixièmes, alors il y avait obligatoirement plus d'un tireur. Elle savait que c'était une vérité imparable. Puisque le film de Zapruder montre que le gouverneur Connally a été touché en bien moins de 2 secondes et 3 dixièmes, la commission devait inventer une explication. Ce qu'elle fit. Un conseiller de la commission, Arlen Specter, trouva l'explication la plus abracadabrante qui puisse être, la théorie de la balle unique. Ensuite, le président Kennedy est à nouveau touché, par derrière cette fois. Il est violemment projeté en avant et vers le bas. Il y a un trou dans sa veste au point d'entrée de la balle, près de 13 cm au-dessous des épaules. Sa chemise porte également un trou à la même hauteur. Selon le certificat de décès, une deuxième blessure a été faite dans le dos à peu près au niveau de la 3e vertèbre dorsale, qui se trouve elle aussi à 13 cm au moins au-dessous des épaules. Ce certificat de décès a été signé par le médecin personnel du président, le docteur George Berkeley. Le point d'entrée de la balle dans le dos se trouve entre 13 et 15 cm au-dessous de la plaie à la gorge du président. Comme le montre encore ce schéma fait au moment de l'autopsie. Mais cette photo d'autopsie montre 2 artefacts qui sont 2 points d'entrée possibles. Un trou et légèrement au-dessous une plaie plus petite. Tous 2 sont situés dans le dos. Or, la commission Warren montre une plaie par balle dans la nuque du président, au moins 13 cm au-dessus de la plaie visible sur les photos d'autopsie. Selon la commission d'enquête de 1979, le plus haut des 2 artefacts sur les photographies de l'autopsie officielle est le point arrière d'entrée de la balle sur le président. Le problème est qu'il est 2 fois plus grand que le point d'entrée d'une balle de Mannlicher Carcano. Il fait 2 fois la taille de la plaie relevée lors de l'autopsie. En revanche, l'artefact inférieur mesure 4 mm sur 7. Il correspond à la taille et à la position exacte mentionnée par le docteur Humes dans le rapport d'autopsie. Il y a une boursouflure autour de l'artefact inférieur caractéristique d'un point d'entrée de balle, mais rien autour de l'artefact supérieur. La commission d'enquête de 1979 a supprimé les photos de l'autopsie et a engagé une dessinatrice, Ida Dox, pour réaliser des illustrations médicales d'après ces photos. Mais sur le dessin de Dox, que la commission a rendu public, l'artefact inférieur a disparu. Seul subsiste l'artefact supérieur qui est plus haut que le point d'entrée probable.
En 1964, la commission Warren avait elle aussi choisi de ne pas rendre publiques les photos de l'autopsie. Elle avait engagé un illustrateur médical de la marine, Rydberg. 2 des médecins légistes dirent à Rydberg que le point d'entrée arrière se trouvait dans la nuque du président et non dans son dos. Mais Rydberg ne fut autorisé à voir ni les photos ni les radios de l'autopsie. On lui dit où placer les blessures, ce qu'on peut qualifier de chirurgie plastique verbale. Dans cette illustration médicale produite par la commission Warren, aucune blessure n'est visible sur le dos. Elle a été placée à la nuque. Voyons la photographie de l'autopsie. La blessure est plus de 13 cm au-dessous du point où la commission Warren l'a placée dans son illustration. En superposant les 2 images, on voit la tromperie perpétrée par la commission Warren. La blessure dans le dos du président a été remontée pour corroborer la théorie de la balle unique. Avec une blessure à 15 cm au-dessous de la nuque, comme c'était effectivement le cas, il était impossible d'avoir un point de sortie aussi haut au niveau de la gorge du président. Le point de sortie d'une balle tirée du dépôt serait situé entre 25 et 30 cm plus bas, dans la partie gauche de la poitrine du président, si la balle était ressortie. Selon le docteur Pierre Fink, lui et les 2 autres légistes, tous 3 militaires, reçurent l'ordre, donné par un amiral présent dans la salle d'autopsie, de ne pas suivre le cheminement de la balle dans le dos du président. Quand le président réapparaît de derrière le panneau de Stimmons, il réagit déjà à la blessure à la gorge. Puis la balle l'atteint au dos. Il est projeté de plusieurs centimètres en avant et vers le bas, en moins d'une demi-seconde. Mais la théorie de la balle unique présente 2 autres problèmes majeurs. Le premier est qu'une balle, suivant une trajectoire plongeante depuis le 5e étage du dépôt de livres et atteignant le président plus de 13 cm au-dessous des épaules, n'aurait tout simplement pas pu ressortir au niveau de la gorge à un point situé environ 15 cm plus haut que le point d'entrée. C'est impossible. Second problème, la balle ayant suivi une trajectoire droite-gauche. Il est impossible qu'elle ait poursuivi sa trajectoire pour aller toucher le gouverneur Connally, ce que prétend la théorie de la balle unique. C'est ce que l'on voit sur ce schéma. La trajectoire suivie par la balle magique pose des problèmes horizontalement et verticalement. Aucun n'est résolu par la fiction officielle. Voici la théorie de la balle unique de la commission Warren. Lee Harvey Oswald aurait tiré avec son fusil Mannlicher Carcano depuis le 5e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. La balle aurait atteint le président à la nuque, laissant un point d'entrée plus de 13 cm au-dessous du point d'impact. La balle aurait ensuite traversé le cou du président selon une trajectoire plongeante. Elle serait ressortie à l'avant de son cou, environ 4 cm au-dessus du point d'entrée, selon une trajectoire ascendante, en laissant une plaie d'entrée petite et nette. La balle aurait ensuite poursuivi sa trajectoire, se serait arrêtée, aurait attendu en suspension dans l'air pendant une seconde 6/10, puis serait repartie vers le haut et la droite. Elle serait ensuite descendue vers la gauche pour atteindre le gouverneur Connally dans le dos. La balle aurait enfin poursuivi sa course dans le corps du gouverneur, serait ressortie sur son thorax antérieur droit, juste au-dessous du sein droit, donc encore selon une trajectoire droite-gauche. La balle aurait alors pris un virage à droite pour toucher le poignet droit du gouverneur en fracturant l'extrémité inférieure du radius et en sectionnant le tendon de son pouce droit. Puis la balle aurait fait demi-tour pour finir sa course dans la cuisse gauche du gouverneur Connally. La commission Warren savait que le point d'entrée de la balle se trouvait dans le dos du président. Mais pour faire admettre la théorie de la balle unique dans son illustration, elle a arbitrairement remonté la blessure de plus de 13 cm, jusqu'à la nuque du président.
Lors de la reconstitution de l'assassinat, les doublures du président Kennedy et du gouverneur Connally avaient toutes deux des marques dans le dos, ce qui prouve que le gouvernement savait où étaient les points d'entrée des balles. Quand on trace une ligne entre les deux points d'entrée, il devient évident qu'une balle n'a pas pu traverser la gorge du président. La seule explication possible à cette blessure est qu'un coup de feu séparé provenant d'une deuxième arme, tirée de face, a touché le président. Le président a déjà été blessé pendant qu'il était caché par le panneau, avant que le gouverneur Connally ne soit touché dans le dos. L'épaule droite du gouverneur se déforme. La réaction est évidente. C'est à cet instant que le gouverneur lui-même dira avoir été touché. Unquestionably, when the first shot was fired, I recognized it as a shot. I thought of nothing else but that it was a rifle shot. I turned to my right. I had time to think. I had time to react. And I turned to my right to look back over my right shoulder to see if I could see anything unusual, and particularly to see if I could catch the president out of the corner of my eye. Because I immediately thought of an assassination attempt the moment I heard the shot. I didn't see anything except just the general blur of waving of people moving, but nothing really unusual. I did not see the president out of the corner of my eye, and I was in the process of turning back to look over my left shoulder, and had about come to the point where I was looking straight forward again when I felt the impact of the bullet that hit me, which entered the right posterior chest, close to the shoulder blade, and coursed downward along the chest wall, taking out and fragmenting a portion of the fifth rib on the right. I am convinced beyond any question of a doubt that the first shot that was fired did not hit me. Then I was hit. I have no memory, no recollection of the sound of the shot that hit me. And beyond any question of a doubt, the third shot did not hit me. La balle provenant du 5e étage du Texas School Book Depository n'a pas pu traverser le cou du président pour ensuite zigzaguer et blesser le gouverneur Connally. Je ne crois pas que cette balle aurait pu faire tous ces dégâts dans la poitrine du gouverneur Connally. Cette vue depuis la fenêtre du 5e étage du Texas School Book Depository dans une lunette de fusil prouve l'impossibilité de la théorie de la balle unique. La tache blanche, à côté du point de mire, indique le point d'entrée dans le dos du président Kennedy. Le point d'entrée dans l'aisselle droite du gouverneur Connally est très éloigné de la trajectoire. Aucune trajectoire entre la blessure au dos de JFK et sa gorge ne pouvait continuer jusqu'au gouverneur Connally pour arriver près du point d'entrée connu. Suivons la trajectoire de la balle. Connally aurait dû être touché dans la partie inférieure gauche du dos, mais il ne l'a pas été. 7 blessures distinctes sur 2 hommes adultes. À l'évidence, un minimum de 4 coups de feu distincts. La commission Warren a affirmé qu'une seule balle avait fait tous ces dégâts. Le gouverneur tenait un chapeau texan à large bord dans la main droite. Au cours de la fusillade, son poignet a été brisé. Le tendon de son pouce droit a été sectionné. Le gouverneur Connally n'aurait pas pu tenir son chapeau ni quoi que ce soit d'autre sans l'usage de ce tendon. Bien que les 2 hommes aient déjà été touchés, le poignet droit du gouverneur Connally ne montre encore aucun signe de blessure. Pas une seule goutte de sang n'est visible sur sa manchette droite et il tient toujours son chapeau à la main. Ceci indique qu'un autre coup de feu après cet instant a atteint le poignet droit du gouverneur. Une balle supplémentaire que la commission Warren et le gouvernement ne pouvaient admettre, car elle impliquait un tir distinct au poignet. Le gouverneur Connally ne s'est rendu compte qu'il était blessé au poignet qu'après son opération. Le choc de sa blessure à la poitrine a été suffisamment fort pour engourdir ses sens. Ça ne fait aucun doute.
C'est ce que nous avons toujours pensé. Il n'était pas conscient d'avoir été blessé au poignet avant de ressentir la douleur après la fin de l'anesthésie. Une balle a été retrouvée par terre à côté d'un brancard à l'hôpital de Parkland. Elle a été présentée comme la balle qui avait causé les 7 blessures dans les corps du gouverneur Connally et du président Kennedy. Cette balle était pratiquement intacte, mis à part un léger aplatissement à la base. Par la suite, le FBI a ôté des fragments de cuivre de son nez et de plomb de sa base pour des analyses spectrographiques. Ceci est le seul dommage évident sur la balle. Après la première salve de coups de feu, la voiture a continué la descente d'Elm Street et un coup de feu mortel tiré depuis l'avant droit a atteint le président à la tête et l'a projeté violemment en arrière vers la gauche. Madame Kennedy est alors montée sur la malle de la limousine. Elle a ramassé un morceau de crâne du président et l'a rapporté dans la voiture. Ici, nous voyons le président réagir à la première salve. Puis la balle mortelle venant de l'avant l'atteint à la tempe droite et le projette en arrière. Au ralenti, nous voyons le président projeté violemment en arrière. Les dégâts au sommet de sa tête derrière et à droite sont évidents. Le morceau de crâne qui est poussé vers le bas et vers l'avant devant l'oreille droite provient de la partie supérieure droite de la tête. On le voit clairement dans le film de Zapruder. Le point de sortie en forme de cratère à l'arrière du crâne est très net. Voici l'angle de la tête du président au moment du coup de feu à la tête. Étant donné la position supposée de la blessure à l'arrière du crâne, et l'angle plongeant depuis le 5e étage du Book Depository, le dessinateur de la commission Warren, Rydberg, a été contraint de fausser totalement l'angle de la tête du président en la déplaçant vers l'avant et vers le bas d'environ 40 degrés pour rendre plausible une trajectoire plongeante dans la tête. Voici pour le plan vertical, mais le problème persiste sur le plan horizontal. Une balle provenant du dépôt suivrait une trajectoire droite-gauche. L'illustration médicale présentée par la commission Warren montre une balle suivant une trajectoire gauche-droite. La reconstitution gouvernementale du crime présente un point d'entrée juste au-dessous de l'implantation des cheveux, à l'arrière de la tête du président. Cependant, les médecins de l'hôpital de Parkland ont tous décrit une énorme plaie de sortie derrière l'oreille droite, s'étendant jusqu'à l'occiput, la partie postérieure de la tête. Il existe des preuves physiques d'un tir de face. Robert Groden, détracteur de la commission Warren depuis des années et expert photographique de la commission de la Chambre des représentants sur les assassinats. Au point d'impact sur le président, le crâne, le cerveau ont été projetés en arrière. Un motard de la police, qui était à gauche derrière le président, a déclaré qu'ils avaient jailli avec une force incroyable. Un morceau de l'os occipital a été projeté à 10,50 m à gauche derrière le point d'impact. C'est Billy Harper, un témoin, qui l'a récupéré. Selon Robert Groden, la raison pour laquelle Jackie Kennedy grimpe sur la malle de la limousine est généralement mal comprise. Après que le président a été touché, elle regarde sa tête. On le voit dans le film de Zapruder. Elle est en train de le regarder en face quand il est touché à la tête. Elle voit un morceau de sa tête projeté en arrière, sur la malle de la voiture. Elle se tourne, grimpe sur la malle, prend appui sur sa main gauche, tend le bras et ramène un morceau de la tête du président qui a été projeté en arrière. Elle le rapporte dans la voiture et essaie de le faire tenir, de le mettre en place. Dans ce moment de panique, elle essaie de tout remettre en ordre, comme elle peut. D'après les témoignages, elle a dit « Ils ont tué mon mari, j'ai son cerveau dans la main ». Le film d'Orville Nix, pris depuis le sud d'Elm Street, confirme ce que le film de Zapruder montre depuis le nord. L'impact, le mouvement en arrière du président. Madame Kennedy qui réagit, grimpe sur l'arrière de la voiture. Elle prend appui sur le bras gauche, tend la main droite,
ramasse un morceau de crâne qui a été projeté en arrière et a atterri sur la malle, puis elle le rapporte dans la voiture. Clint Hill, l'agent du Secret Service qui avait sauté de la voiture suiveuse, n'a jamais repoussé Mme Kennedy à l'intérieur de la voiture. Elle y est retournée toute seule. Le docteur Marion Jenkins, l'un des médecins qui ont tenté de sauver JFK à l'hôpital de Parkland, a rencontré Jackie Kennedy dans la salle des urgences. Dans un premier temps, elle tenait ses mains comme ça. Et à un certain moment, je ne sais plus exactement quand, elle m'a donné un coup de coude et m'a tendu ce qu'elle avait dans les mains. C'était un morceau de son cerveau. Dans son témoignage devant la commission Warren, qui avait été supprimée et qui n'a été rendue publique qu'en 1972 après une bataille juridique, elle a dit « Derrière, j'essayais de faire tenir ses cheveux et son crâne. » Elle décrivait une blessure de sortie à l'arrière de la tête du président. L'emplacement de la blessure à la tête est une preuve capitale. En effet, une balle fait presque toujours une petite plaie en entrant et une large plaie en sortant. Une large plaie à l'arrière de la tête de JFK indiquerait un tir de face, et plus d'un tireur. La plupart des médecins et des infirmières qui ont soigné le président à l'hôpital de Parkland ont bien vu une large plaie à l'arrière de la tête. Dr Robert McClelland. Elle était située dans la partie postérieure droite de la tête. Elle était très grande. L'infirmière Audrey Bell. Il avait une plaie énorme à l'arrière de la tête. Le docteur Charles Carrico. Il y avait une plaie assez grande, à peu près ici, sur son crâne. Dr Ronald Jones. D'après moi, il avait une plaie dans cette région de la tête, là. Dr Paul Peters. C'est là que j'ai vu le trou, dans la région occipito-pariétale. Le docteur Kenneth Salyer. De la région temporale à la région pariétale. L'os pariétal est ici, et la plaie s'étendait jusqu'à la région pariétale. Le docteur Charles Crenshaw. Il y avait un trou ici, derrière l'oreille, jusqu'à l'os qui se trouve à l'arrière du crâne, l'occiput. Entre ces deux points, il y avait une large blessure d'environ 10 cm de la taille de mon poing. Le docteur Richard Dulany. Ici, oui, ici. C'est le souvenir que j'en ai. 6 des médecins de Dallas ont certifié avoir vu une partie du cerveau, le cervelet, dépassé de la plaie à la tête du président. Le cervelet est situé dans la partie postérieure et inférieure du cerveau. Un morceau du cervelet est tombé sur la table d'opération pendant que nous faisions la trachéotomie. Vraiment? Donc la plaie était bien dans la partie postérieure. C'est exact. J'en ai un souvenir très net. C'était particulièrement affreux de voir ce bout de cerveau qui suintait de la plaie. J'étais debout devant lui et je le regardais. C'est une chose qui marque. Mais aujourd'hui, certains des médecins de Dallas, dont Marion Jenkins, changent leur version des faits. En 1977, Jenkins disait encore avoir vu le cervelet de JFK dépasser de sa plaie à la tête, ce qui signifiait que la plaie était à l'arrière du crâne. Mais récemment, Jenkins a vu pour la première fois les photos et les radios officielles. Sur certaines photos faites en plongée sur le sommet de la tête, on dirait le cervelet. Ça y ressemble bien, mais à l'évidence, ce n'est pas le cervelet. Je n'essaie pas de me défendre. J'ai fait une erreur, comme il m'arrive parfois d'en faire quand je confonds les prénoms de mes enfants. Pendant toutes ces années, il s'en est tenu à sa version et soudain, il la modifie? Je n'y crois pas, je l'accepte pas. Le docteur Jenkins avait vu du tissu cérébelleux qui sortait de la plaie béante à l'arrière de la tête du président. Pendant 25 ans, il a fait confiance à sa mémoire et au rapport qu'il avait écrit immédiatement après l'assassinat. En voyant les photos de l'autopsie pour la première fois en 1988, le docteur Jenkins a été tellement bouleversé qu'il a changé ses déclarations de son plein gré.
Cependant, le docteur McClellan n'a pas été dupe de ces images falsifiées. J'étais debout et je voyais une portion du cerveau qui suintait de l'arrière de la plaie, ici, et qui est tombée sur la table où gisait le président. Il s'est avéré que c'était le cervelet. Je sais qu'il y a eu de nombreux débats sur la question de savoir s'il s'agissait ou non du cervelet. Le docteur Jenkins a changé d'avis et a déclaré plus tard qu'on lui avait dit qu'il ne s'agissait pas du cervelet comme il l'avait supposé. Selon moi, et j'en suis sûr parce que je l'ai observé, c'était bien le cervelet qui suintait sur la table pendant que j'étais en train de le regarder. Les souvenirs des médecins de Dallas qui décrivent une plaie de sortie à l'arrière de la tête du président sont confirmés par des témoins de l'autopsie à l'hôpital naval de Bethesda. Il avait un gros trou béant à l'arrière de la tête. Floyd Ribby, photographe. Comme un bâton de dynamite dans une boîte de conserve. Il ne restait plus rien. C'était ouvert d'ici à l'arrière du crâne. Depuis le sommet de la tête pratiquement jusqu'à la base du crâne, toute cette partie manquait. Des témoins oculaires à Dallas et à Bethesda décrivent donc une plaie s'étendant jusqu'à l'arrière de la tête. Mais les photos et les radios officielles de l'autopsie déplacent la plaie à l'avant de la tête. Les photos montrent l'arrière de la tête avec les cheveux et le cuir chevelu intact, sans plaie importante. Les radios montrent une blessure importante s'étendant jusqu'au front. Je puis vous assurer que la plaie n'était certainement pas ici. Aucun dommage n'était visible au visage. Les photos de l'autopsie que j'ai vues plusieurs fois depuis la fin des années 70 montrent des blessures totalement différentes, en particulier à l'arrière de la tête. La blessure à l'arrière de la tête n'a absolument aucun rapport avec ce que tous les médecins ont décrit. Qu'en est-il des photos et des radios officielles? Nous les avons montrées aux 3 témoins oculaires de l'autopsie de JFK. Des photos des radios auxquelles le public n'avait pas accès depuis l'assassinat, mais que la presse a récemment obtenues. Gerald Custer a pris les radiographies cette nuit-là. Est-ce la radio que vous avez prise et est-ce la blessure que vous avez vue sur le président? Toute cette partie n'était plus là. Pas cette partie. Non, pas cette partie. Floyd Ribby, assistant pour les photos de l'autopsie. Les 2 photos que vous m'avez montrées, qui sont supposées venir des archives, ne sont pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Je ne sais absolument pas d'où sortent ces clichés. Comment était l'arrière de la tête? Il y avait un gros trou, toute cette partie n'était plus là. Cela ressemble-t-il à ce que vous avez vu? Non, ce n'est pas ce que j'ai vu. Cette blessure est plus petite que celle que j'ai vue. J'ai vu une